Pour réviser ensemble les modes d'intervention en santé publique. Il faut savoir que les modes d'intervention en santé publique, ce sont les notions phares en classe de première, étant donné qu'on va les réinvestir extrêmement souvent, notamment en classe de terminale. Vous avez même des sujets de bac où certaines questions portent uniquement sur les modes d'intervention en santé publique, que ce soit dans la partie 1 ou la partie 2 de votre sujet. Donc on va les reprendre ensemble. Je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple à comprendre, mais facile à retenir. Voilà. Le premier mode d'intervention, c'est la veille sanitaire que vous oubliez très souvent de citer lorsque, à partir d'un ensemble documentaire, on vous demande de montrer ou identifier les modes d'intervention mis en place pour prendre tel ou tel problème de santé en charge. La veille sanitaire, c'est le dispositif qui consiste à détecter, surveiller les éventuels risques pouvant nuire à la santé de la population. C'est également celui qui permet d'informer les pouvoirs publics, les professionnels de santé et la population en cas de risque sanitaire qui pourrait donc se concrétiser. En gros, la veille sanitaire, c'est ce qui va permettre d'identifier, de surveiller les problèmes de santé au sein d'une population. Pour cela, donc, elle s'appuie sur la collecte, l'analyse et l'interprétation de données de santé à différents échelons de notre territoire. On va avoir notamment l'échelon régional où sur le territoire régional, il va y avoir ce que l'on appelle des CIRE, C-I-R-E, qui vont sur ce territoire relever différents indicateurs pour pouvoir mesurer l'état de santé de la population, les faire remonter à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, pour qu'elle puisse les analyser. Ces informations sont ensuite remontées à Santé publique France au niveau national pour pouvoir les collecter, les diffuser et mettre en place éventuellement différentes actions telles qu'une alerte sanitaire ou d'autres dispositifs pour une surveillance plus accrue. Ces résultats peuvent être également remontés au niveau international ou européen pour différentes, on va dire, pathologies qui peuvent être des épidémies, par exemple l'épidémie de grippe ou on l'avait vu, l'épidémie du Covid-19 assez récemment. L'objectif donc de cette veille sanitaire, c'est de permettre un déclenchement rapide d'une alerte sur tout le territoire en cas d'une menace. Je vous ai mis sur le côté ici un schéma avec justement l'alerte sanitaire. On voit qu'il va y avoir des données et des signaux qui vont être collectés, analysés et interprétés. Le signal donc va être lancé, il va être vérifié afin de savoir si la menace est réelle ou non. Si la menace est réelle et que le signal est donc valide, l'alerte va être lancée, d'accord ? Une fois que l'alerte est lancée, que la menace est maîtrisée, il va falloir évaluer la réponse, donc ce qui avait été mis en place pour prendre en charge cette situation de crise, pour pouvoir ensuite renforcer l'alerte en cas de... au cas où, en fait, la situation se reproduise et qu'on puisse répondre d'une manière encore plus adaptée. Donc, en gros, si je reviens ici, quand on collecte, on analyse et on interprète les données, on se base sur les indicateurs. Les indicateurs, vous l'avez vu au début de l'année de première, ce sont tous les chiffres, les pourcentages, d'accord ? Incidence, prévalence, mortalité, la morbidité d'un problème de santé, d'accord ? Le deuxième principe d'intervention en santé publique, c'est la prévention. Alors, ne pas oublier que la prévention, c'est l'ensemble des mesures qui vont avoir pour but d'empêcher la survenue de maladies, d'accidents, de réduire leur nombre, leur gravité, les conséquences. La prévention peut être individuelle ou collective. Il faut savoir que la prévention, c'est quelque chose qui est très important dans nos politiques de santé publique actuellement, puisque il revient moins cher à l'État et à la collectivité de réaliser des actions de prévention pour éviter la survenue d'une pathologie au sein de la population, plutôt que de faire du curatif, c'est-à-dire traiter, soigner avec des médicaments, de la kiné, etc., le problème de santé. Donc d'un point de vue stratégique et surtout économique, la prévention est beaucoup plus intéressante
pour l'État, mais également pour nous, puisque ça nous évite de tomber malade, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 3 types de prévention. Excusez-moi. La prévention primaire, donc il faut savoir qu'elle permet de diminuer l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, d'un problème de santé qui va donc toucher notre population. Elle vise à agir sur les déterminants, d'accord ? Vous vous souvenez, les déterminants sont les facteurs de risque et les facteurs protecteurs pour la santé. Comme exemple de prévention primaire, il y a par exemple tout ce qui relève de la sécurité routière avec les spots à la télé où on vous montre par exemple des accidents de la route, ce genre de choses. Il y a également tout ce qui est image choc sur les paquets de tabac pour vous dissuader de commencer à fumer, par exemple. Il y a également les campagnes de prévention qui peuvent être mises en place avec des affiches ou autres, d'accord, que l'on peut voir chez le médecin, à l'infirmerie scolaire, ce genre de choses. Ensuite, on a la prévention secondaire qui cherche à faire diminuer la prévalence d'un problème de santé. Je vous rappelle que la prévalence est le nombre total de cas. C'est par exemple tout ce qui est campagne de dépistage. C'est un très bon exemple avec le dépistage du cancer du sein qui est maintenant systématique où on envoie des bons en fait de mammographie aux femmes à domicile. Vous avez tout ce qui est dépistage du cancer colorectal qui est également envoyé à domicile, cancer du col de l'utérus pour les femmes, etc. Et donc de dépister tôt permet de traiter beaucoup plus rapidement et mieux et donc de faire diminuer la prévalence d'un problème de santé. Ensuite, on a la prévention tertiaire qui tente à diminuer la prévalence des incapacités ainsi que les récidives, faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale et professionnelle des individus. Donc, en gros, ça va être tout ce qui est réduire les conséquences d'un problème de santé, d'accord ? Tout ce qui est séquelles, quand une personne va replonger, va avoir une récidive, c'est tout ce qui est mis en place pour éviter cela. Ça peut être, par exemple, tout ce qui relève de la rééducation après un accident, ok ? En termes de prévention tertiaire, on peut avoir tout ce qui est apprendre à mieux vivre avec une maladie chronique pour en diminuer l'impact sur la vie de l'individu, d'accord ? Le rendre plus autonome. On peut l'apparenter dans le cas des maladies chroniques. Très souvent, ça fait écho, ça va de pair avec l'éducation thérapeutique du patient. Il faut savoir que ça, c'est la classification selon l'OMS de la prévention, mais on a également une autre classification avec la distinction entre en fait prévention universelle et prévention orientée. La prévention universelle, c'est la prévention qui va concerner la population en général, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ce genre de choses. Et la prévention orientée, c'est toutes les actions qui vont être mises en place à destination d'un groupe de population qui va avoir des caractéristiques bien spécifiques parce qu'elle va être exposée à certains risques. Et la dernière classification, c'est la prévention ciblée qui va concerner les malades et où on va effectuer des actions de prévention en fonction de leur pathologie et de leurs besoins. Le troisième principe d'intervention en santé publique, c'est l'éducation à la santé. Donc c'est un ensemble d'activités, d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement afin de conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin. Donc il faut savoir que l'éducation à la santé, elle a pour objectif de transmettre des informations nécessaires et de permettre aux personnes d'adopter des comportements qui vont être favorables à leur santé. C'est l'un des principaux outils de prévention primaire, avec par exemple la mise en place d'ateliers de nutrition dans les écoles primaires, de tout ce qui est hygiène bucco-dentaire dans les écoles. C'est en fait permettre à chacun de devenir acteur de sa santé, manger 5 fruits et légumes par jour, réaliser des menus équilibrés avec une fabrique à menus, etc. Tout ça, c'est de l'éducation à la santé. D'accord ?
On va avoir également la promotion de la santé, qui est une approche qui est vraiment globale, qui a été établie, en fait, définie en 86 dans la charte d'Ottawa, donc Ottawa au Canada. Il faut savoir que cela vise à donner à l'individu ainsi qu'à la collectivité la capacité d'exercer un contrôle sur les déterminants de santé et rendre l'individu acteur de sa propre santé. Il faut savoir que au-delà en fait des déterminants, tout ce qui est culture, environnement, l'économie d'un pays vont influencer la survenue ou non d'un problème de santé au sein d'une population. Et il faut savoir que dernièrement, en 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a pour mesure vraiment phare le parcours éducatif en santé, où on doit faire de la promotion de la santé en milieu scolaire, permettre à tous les enfants et adolescents d'apprendre à prendre soin de eux. Et donc tout cela relève de la promotion de la santé, qui est quelque chose de global dans lequel va s'ancrer en fait l'éducation à la santé et la prévention. D'accord ? Donc pour faire de la promotion de la santé, il faut utiliser l'éducation à la santé et la prévention. Le 5e et dernier principe d'intervention en santé publique que l'on voit, c'est la restauration de la santé. C'est l'ensemble des mesures qui visent à pallier à la maladie, à ses conséquences à l'aide de soins. C'est ce que l'on appelle l'approche curative. Autrement dit, c'est tout ce qui va permettre de traiter un problème de santé, de le stabiliser. Donc ce sont concrètement les traitements médicamenteux, les traitements de kinésithérapie, de chirurgie, etc. qui vont permettre de soigner de manière concrète une pathologie, une maladie. Ça peut être tout ce qui est traitement antibiotique lorsque on a une otite par exemple, mais ça peut être également les soins qui vont permettre à une personne de vivre avec une maladie, par exemple, je sais pas moi, les soins de kinésithérapie chez une personne qui a une spondylarthrite ankylosante, par exemple. Je vous ai parlé d'éducation thérapeutique du patient, je vous en parle rapidement. C'est une démarche en fait qui est pédagogique, qui a été promulguée en 2009 avec la loi Hôpital Patient Santé Territoire et qui vise en fait à faire en sorte que le patient acquiert des compétences nécessaires pour être autonome dans son traitement et dans la gestion de sa maladie. L'exemple le plus parlant, ça va être le patient qui est diabétique et qui va apprendre à se gérer tout seul, à contrôler sa glycémie quotidiennement de manière autonome, qui va adapter et réaliser son traitement d'insulinothérapie seul, sans avoir besoin qu'un infirmier passe à domicile pour le faire pour lui. Il va également être capable d'adapter son alimentation en fonction de ses taux d'insuline et de glycémie dans le sang pour pouvoir vivre tout simplement avec. D'accord ? Il faut savoir que les moyens d'intervention en santé publique ou modes d'intervention en santé publique, c'est la même chose, sont complémentaires puisque, par exemple, la veille va permettre de collecter des indicateurs en continu pour faire un état des lieux constant de la situation sanitaire des Français. Les études réalisées dans ce cadre-là permettent de déclencher des alertes si besoin. Cela permet également de mettre en place des campagnes de prévention ciblées et spécifiques en fonction des indicateurs qui pointent ou non sur un problème de santé particulier et des besoins précis identifiés. La promotion de la santé, elle, va s'appuyer sur la prévention et l'éducation à la santé pour avoir vraiment une approche globale de la santé et rendre le patient acteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien la santé publique développe donc une approche qui est beaucoup plus globale avec ses différents modes d'intervention et leur complémentarité. Le fait d'avoir à sa disposition tous ces principes va permettre d'englober la totalité de la population, quel que soit son état de santé à l'instant T, de les combiner. Cela va permettre donc d'améliorer ou de maintenir un bon état de santé pour chacun des Français. Et voilà. Je vous remercie, bonne révision.